Je vais plutôt porte-parole des synthèses qui m'ont été transmises par les animateurs qu'il faut remercier là. Sur les plantes médicinales, alors il y avait une petite synthèse partielle hier soir et puis une synthèse globale aujourd'hui. Secteur des plantes médicinales, les fameuses PAM, c'est un secteur donc à fort potentiel de développement, illustré, il y a eu plusieurs présentations que les gens ont eues en atelier, dans différents domaines, sur lesquels il y a dans chacun de ces domaines-là des innovations, à la fois domaine pharmaceutique, domaine alimentaire, dans les cas des compléments alimentaires, domaine de la parfumerie, de la cosméto, des alimentations y compris animales, d'autres formes d'usage industriel, on pense aux teintures et autres. Donc c'est un secteur où il y a beaucoup de choses d'innovation qui vont se faire, et comme il y aura des représentants, des gens qui pourront en parler, on va y revenir tout à l'heure en termes d'innovation. Mais à partir, pour l'avoir vu et entendu, à partir d'une seule plante ou à partir de plusieurs types de plantes, on voit que quand on regarde tout ce qu'on peut faire avec, simplement en regardant les matières actives, il y a beaucoup de choses beaucoup d'usages et d'utilisations innovantes qui peuvent venir de ces plantes-là. Alors, justement, un des axes, une des questions qui a été posée, c'est comment on peut développer, comment on peut mettre en place de nouveaux produits à partir de plantes cultivées. Et dans certains cas, on est sur des matières actives et voire même des métabolites secondaires. Donc, avec la question de donner à ce moment-là des avantages concurrentiels, c'est-à-dire d'être capable de déterminer des matières actives, de les identifier, d'optimiser leur production, y compris en fonction des stades de production, en fonction des types d'espèces ou de variétés que je peux repérer ici ou dans des collections diverses que je peux trouver ici ou là, y compris dans des endroits qui sont bien repérés comme tels, mais aussi, on va le voir, y compris dans la table ronde, avec des collections des fois privées, voire même des collections d'amateurs. Toutes ces questions-là, un petit peu d'optimisation, en tout cas faire en sorte que les plantes soient au maximum, alors l'optimum bien évidemment, mais capable de produire de manière la plus efficace possible les matières actives, suppose des travaux de recherche, à la fois sur le fonctionnement métabolique de ces plantes-là, sur l'identification des actifs végétaux, des matières actives, et je crois qu'on va y revenir dans la table ronde, également sur les modes d'action, et sur les modes d'action privilégiés, ceux qu'on veut orienter, mais aussi les modes d'action qu'on souhaiterait éviter, et je crois qu'on va y revenir sur la table ronde, il y a des effets induits, des effets pervers éventuellement, de certaines matières actives. Donc tout ça, ça suppose beaucoup d'expérimentation en termes de création variétale, en termes d'optimisation de l'itinéraire technique et de tout ce qui concerne les processus d'extraction, de purification. Petite anecdote qui n'était pas sur la synthèse mais qui était relatée hier, c'est que la réglementation en la matière en termes d'innovation devient de plus en plus coercitive, de plus en plus contraignante, et quelque part elle a peut-être même un effet dissuasif sur l'innovation finale, à mesure où les contraintes et la réglementation, la normalisation fait que ça représentait le coût, que ça réduit bien sûr un investissement important pour mettre en place des matières actives, pour l'identifier, mais aussi pour être capable de donner un effet bénéfique, par exemple, ou un effet positif, être capable de non plus de dire une probabilité, ce qu'on peut toujours faire en matière de recherche, mais de faire la preuve, c'est-à-dire que cette probabilité-là est susceptible d'être communiquée, d'en faire un avantage concurrentiel réel. Voilà. Voilà pour les plantes médicinales. Alors, sur les espaces verts, paysage et espaces verts, là, on est sur un domaine qu'on va retrouver avec, tout à l'heure avec M. Lormeau de la ville de Saintes, qui est, c'est pas inintéressant, ça permet aussi d'introduire des représentants quasiment des 5 secteurs. Là, il y a quelque chose qui est assez nouveau, je crois qu'il y a en termes de recherche et d'expérimentation, c'est un champ tout ce qui concerne la nature en ville, ou la perception de la nature, aussi les modes de gestion de la nature en ville, on y reviendra dans la table ronde. Il y a des évolutions sociétales, pour certaines d'entre elles relativement récentes, on pense au Grenelle, on pense aussi à la question des trames vertes et autres, aussi la question de la gestion des transports, de la mobilité urbaine, de l'introduction des nouvelles formes de mobilité dans la ville. On peut imaginer le vélo, par exemple, on peut imaginer aussi la voiture et d'autres formes, etc. Mais aussi la façon dont on gère la biodiversité dans la ville, liée à ces nouveaux usages, puis peut-être aussi une densification urbaine qui est rampante. Et c'est pas simplement l'effet de loi, l'effet d'évolution sociétale, c'est le fait aussi qu'il y a
que les services espaces verts, dont il y aura un représentant à la table ronde, ont aussi modifié leurs pratiques, des fois sous l'effet de la réglementation, on pense à la question encore des phytos, mais aussi sur leur propre logique, une logique de faire en sorte que la ville soit belle à vivre, belle à regarder, belle, etc., agréable et autres. Donc c'est aussi les pratiques des services espaces verts en soi, comme les pratiques des paysagistes en tant que tels, ceux qui interviennent, les entreprises de paysage, qui elles aussi ont été amenées à reconsidérer la nature en ville, à la fois peut-être à titre privé ou à titre collectif. Voilà. Et les écologues, là-dedans, ont aussi leur mot à dire, quelque part, parce qu'ils posent la question de la biodiversité, de la gestion de cette biodiversité, la façon dont elle est identifiée, prise en compte, la façon dont elle évolue, la façon dont les pratiques existantes, ou l'évolution des pratiques peut avoir un impact positif ou négatif, favorable ou défavorable, sur cette biodiversité-là, dans toute sa complexité. Une question peut-être qui est nouvelle, c'est que, enfin nouvelle peut-être pas, mais en tout cas qui est croissante, c'est la place de l'homme dans l'écosystème. C'est pas simplement une gestion d'un espace vert en soi, c'est une gestion de l'homme à l'espace vert, c'est-à-dire ou de l'espace vert à l'homme, c'est-à-dire la façon dont les usagers peuvent pénétrer les espaces verts, peuvent vivre avec les espaces verts, vivre à côté des espaces verts, vivre peut-être même, peuvent bénéficier au sens d'un bénéfice. Et on le verra dans plein d'usages, je pense aux jardins, mais aussi aux jardins potagers, aux jardins collectifs, aux jardins et autres, toutes les formes de jardin. Et quelque part, le jardin, précisément, dans toutes les acceptions du terme, qu'il soit privé ou collectif, qu'il soit public ou privé, devient un lieu symbolique de confrontation entre l'homme et la nature, donc que ce soit à titre individuel ou à titre collectif. On voit bien que cette évolution des représentations des espaces verts supposera, en tout cas pour ce qui est d'un travail de recherche, d'accompagnement de cette évolution-là, des travaux pluridisciplinaires qui vont faire travailler ensemble des écologues, des champs des spécialistes de la biodiversité, des sociologues, mais aussi derrière, on ne l'a pas cité là, mais des aménageurs, des gens qui sont en charge de la conception, de l'organisation, et puis peut-être de la gestion après derrière. Ce sera le cas de la table ronde tout à l'heure, où on travaillera à la fois sur la biodiversité, mais aussi sur les usages, les pratiques et les modes de gestion organisés. Voilà, alors on sent qu'il y a une perception là qui est en train de bouger, une perception sensible, dans le sens où c'est pas quelque chose de tout à fait rationnel dans un premier temps, plutôt positive, de la nature en ville, mais avec beaucoup de champs de connaissances qui restent encore à explorer, mais aussi avec des enjeux derrière autour de non seulement cette connaissance, mais avec une forme d'appropriation de c'est quoi l'objet dont on parle. Comment peut-on parler ensemble d'un jardin, d'un espace vert ou d'une trame verte, le ensemble étant à la fois les aménageurs, les usagers, les gens qui sont là de passage ou qui sont là en résidentiel et autres. Et donc on a un enjeu fort qui est à la fois un enjeu d'information, de connaissances, de transmission des connaissances, mais aussi de communication, c'est-à-dire de partage des représentations, partage des connaissances, partage des savoirs. Je crois qu'on aura l'occasion d'y revenir dans la table ronde tout de suite. Mais également un enjeu d'éducation, dans la mesure où c'est pas nécessairement inné, cette forme d'appréhension des usages à la fois et puis des espaces, et qu'il y a un travail d'éducation, sans doute pour les plus anciens comme pour les plus jeunes, même si en termes d'éducation, on a tendance à dire qu'il faut démarrer par les plus jeunes, mais ça concerne sans doute tout le monde. Donc avec un travail d'éducation, mais aussi d'apprentissage, qui là manifestement concerne toutes les générations. Alors voilà pour les espaces verts, donc des choses qui ont été reprises ce matin, pour montrer que on voit bien cette question-là n'est pas une question simple, une question qui est complexe, donc on l'a vu en termes de recherche, qui articule à la fois des domaines publics, donc de gestion publique, et des domaines privés, donc qui sont typiquement les jardins, mais aussi simplement les autres espaces, les balcons et autres. On va y revenir tout à l'heure dans la table ronde. Avec difficulté de ces fameux niveaux d'intégration entre l'habitant dans son lotissement ou l'habitant dans son immeuble, et puis l'immeuble dans son quartier, le quartier dans la ville dans son agglomération, avec son espace urbain, périurbain, avec ces niveaux d'intégration urbaine, les schémas d'aménagement, avec les sigles qui apparaissent là, les SCOT, les plus, et j'en passe,
toutes les formes d'aménagement qui existent. Voilà pour le paysage rapidement brossé. Alors ça vous donne un intérêt, ça vous donne un cadre un petit peu d'intervention, à la fois pour les tables rondes, mais on va y finir. Voilà pour les espaces verts. Les fruits et légumes. Évidemment que ce n'est pas exhaustif ce qu'on fait là. Alors, fruits et légumes, des questions qui ont été posées sur les fruits et légumes, c'est d'avoir un regard sur à la fois ce qui fait que la consommation, elle est aujourd'hui ce qu'elle est, et comment elle bouge, et comment on peut la favoriser, comment on peut l'orienter, sur quels critères, est-ce qu'il faut le faire sur des critères de type marketing, comportementaux, c'est-à-dire des gens qui ont envie de consommer tel fruit et légumes, qui considèrent qu'il y a un avantage, ou au contraire des gens qui éviteraient de consommer des fruits et légumes pour des raisons qui seraient des raisons contraires parce qu'elles craignent. Ça peut être le cas des allergies, ça peut être le cas des effets non désirés de certains fruits ou de légumes. Donc, question de la consommation. On a eu un panorama d'emblée sur la consommation, et derrière une consommation qui pourrait être stable ou qui pourrait être en légère augmentation ou en légère régression. En fait, il faut se méfier d'une certaine façon de la moyenne, puisque ça cache des écarts énormes avec, pour prendre des exemples, avec en légumes des produits qui augmentent sur des taux d'augmentation à 2 chiffres sur les périodes récentes, le radis, le brocoli, l'oignon, pour ne pas le citer. En fruits, des fruits rouges qui augmentent toujours des taux de consommation à 2 chiffres, fruits rouges, le kiwi, la banane. Les kiwis, on va y venir, donc on est sur des tendances évidentes que c'est plus promoteur d'innovation, et dans le même temps, je dis dans le même temps, les produits qui sont en régression pour les légumes, l'haricot vert, le céleri, l'ail, ou pour les fruits, la pomme, la mangue ou le raisin, précisément parce qu'ils sont en régression, obligent les filières à innover pour compenser ou pour réagir à cette forme de régression qui apparaît dans les statistiques. C'est-à-dire que si on laisse les choses faire, effectivement, la régression peut perdurer. Donc, c'était pas inintéressant d'avoir ce panorama d'emblée avec quelques facteurs d'évolution de cette consommation. Le premier étant l'âge, avec un effet générationnel important, c'est-à-dire que les jeunes consomment moins de fruits, moins de légumes, plutôt encore moins de légumes que de fruits, avec les effets aussi de transfert des modes de consommation entre le fruit nature et le fruit 4e gamme, entre le fruit en l'état brut et le fruit sous forme de jus de fruits, ou en forme de compote, ou en forme d'autres. Voilà, donc là aussi, avec des effets générationnels entre le fruit brut, le légume brut, et puis des légumes 4e gamme qu'on peut retrouver dans les salades et autres saladeries d'ailleurs. Voilà, donc une vraie question sur l'évolution de la consommation, un travail à la fois sur les comportements, on a eu un exposé sur un modèle comportemental, justement qui est plus orienté sur le bénéfice, ou un autre qui est plus orienté sur la prévention des risques, donc, et qui a des fois des modèles comme ça qui ont des difficultés à être transcrits ou transcriptibles facilement sur des produits communs comme peuvent être la pomme ou la carotte. Et donc ça suppose que si on cherche à regarder, à comprendre quels sont les modèles explicatifs de la consommation de pommes ou la consommation de carottes, il faut aller beaucoup plus loin. C'est le travail qui a été fait par l'équipe Les Indangers qui nous a été présentée, où on s'oblige à regarder quels sont vraiment les critères que les gens indiquent, qui peuvent être des critères de préférence sensorielle, liés à l'expérience que les uns et les autres ont fait à consommer du fruit ou des légumes, donc sur des critères, des attributs de type sensoriel, qui peuvent être le goût, qui peuvent être l'expérience simplement du croquant, du juteux, etc. Donc avec des attributs spécialisés en la matière. Là aussi, on a eu quelques expositions toujours sur les fruits et légumes, d'inconvénients potentiels liés à la consommation de certains produits. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des produits qui sont censés avoir des usages bénéfiques, et en même temps, il y a quelques produits, on avait cité l'exemple de la chou-fleur qui chauffe, il faut savoir pourquoi il y a des gens qui estiment que ça leur fait pas du bien, ils digèrent mal, voilà, donc il faut trouver des modèles explicatifs pour voir qu'est-ce qui se passe, identifier la matière active, l'inuline, si j'ai bien compris, dans le cas de l'artichaut, la cellulose, la pectine, dans le cas du chou-fleur, et voir comment on peut rectifier ces dysfonctionnements, ces effets pervers, pour mettre en place des recommandations, des usages, et faire en sorte que le produit soit mieux accepté par tout le monde, en tout cas qu'il y ait que la catégorie de ceux qui le refuseraient soit minorisée.
Question toujours sur les valeurs nutritionnelles, où les gens disent, même si l'avantage collectif attribué aux fruits et légumes est important et souvent mis en avant, il faut aller un peu plus loin, doit-on dit, notamment lorsqu'on travaille sur les processus de transformation de ces fruits et légumes, vérifier l'état initial, c'est-à-dire d'où l'on part, parce que le fruit et légumes est naturellement riche en des produits qui ont un avantage nutritionnel avéré, ça peut être des folates, des polyphénols et autres, et voir comment le processus de transformation, voir le processus de conservation quand il n'y a pas de transformation forte, rend ces molécules-là qui sont censées avoir un effet bénéfique. Est-ce qu'elles sont accessibles? Il a parlé de bioaccessibilité, ou est-ce qu'elles sont au contraire dégradées, sont non seulement moins accessibles, mais l'effet peut être annihilé. Et ce matin, donc, sur les fruits et légumes, on a peut-être vu une approche beaucoup plus globale des fruits et légumes dans le paysage ou dans le marché, avec une approche paysagère où on est obligé de regarder un peu comment le modèle de production, y compris à partir de plastique ou à partir de serre, comment il est perçu, comment il s'intègre dans le paysage, qui peut être dans des régions touristiques ou pas touristiques, des régions dans lesquelles il y a du passage ou pas, où il y a des résidents ou pas, et qui le taux d'acceptabilité quelque part, ou d'intégration au sens paysager, mais aussi au sens d'une intégration sociale, etc. Les circuits courts, on a vu que même si c'est une petite niche, une forte niche, c'est un lieu où il y a beaucoup d'innovations sur les espèces, sur des innovations sur les formes d'organisation sociale, sur les formes d'organisation commerciale et autres. Donc voilà. Autre innovation qu'on a vue, c'est toujours, là on revient à peut-être la notion paysagère de tout à l'heure sur les paysages urbains, la culture sur les toits. Un concept qui nous vient peut-être du sud et qui est une innovation qui vient du sud, qui commence à fleurir et même à fructifier, si j'ai bien compris, sur nos toits à partir d'expériences ressemblées par AgroParisTech à Paris, qu'on trouve ailleurs, et qui pose des questions intéressantes en matière de recherche, sur le substrat, sur les niveaux de pollution, sur les phénomènes d'accumulation ou au contraire de non-accumulation de matières actives à partir des terreaux qui sont utilisés, ou à partir des substrats, ou à partir des matières recyclées, y compris des matières organiques, avec une forme de modélisation là aussi des modélisation économique et à la fois modélisation écologique. Comment recycle-t-on les produits organiques urbains, y compris qu'elles viennent domestiques, des usages collectifs ou de la grande distribution, puisqu'elle a été également citée. Donc avec beaucoup d'expériences intéressantes qu'on peut imaginer avoir des répercussions sur notre conception, à la fois de notre représentation, à la fois de ce qu'on mange, de ce qu'on vit, des modes de pollution, de l'intégration, de services de déchets, services de compostage, des recyclages de compostage, etc., etc. Voilà. Et pour terminer sur les fruits et légumes, deux expériences différentes, la sélection participative, que plusieurs d'entre vous, j'imagine, connaissent, mais en même temps, comme il n'y a pas tant que ça de chercheurs, si j'ai bien compris, intéressés, c'est quelque chose qui est un peu nouveau, je crois, dans le paysage de la recherche. Et l'enseigne que même un chercheur dit, mais qu'est-ce qu'on fait là-dedans, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc c'est quand même intéressant d'être sur une opération, sur un mode de sélection et un mode d'organisation de la recherche relativement ouvert, qui rejoint quelque part ce qu'on va retrouver, ce que les gens qui travaillent sur l'innovation appellent l'open innovation, c'est une innovation relativement ouverte, où on cherche à faire participer, à faire travailler des gens qui, a priori, ne savaient pas pourquoi on vient de leur demander leur avis, qui peuvent être des consommateurs, des usagers, et on retrouvera cette idée-là, je crois, tout à l'heure aussi dans la table ronde. Dernier exemple, c'est sur précisément un oignon de Roscoff qui était en chute libre, dont la consommation diminuait. Et il y a eu un travail, là aussi, d'innovation, à la fois sur l'identification d'un signe de qualité, donc quelque part pour limiter cette dégringolade, et puis pour repartir sur une nouvelle détermination du produit, avec une origine, avec un cahier des charges, avec une présentation spécifique. L'oignon tressé, les fameuses tresses, qui est connu pour ceux qui connaissent l'histoire des Johnny dans le Finistère Nord là-bas, et puis des formes de cahier des charges aussi avec un travail manuel. Voilà pour les fruits et légumes. Et il manque les plantes ornementales, j'ai l'impression d'avoir tout là, et puis le secteur viticole,
Alors, on va passer rapidement sur les vitis, puisque là, sur la viticulture et sur l'arbo, on a des choses qui sont assez proches, en tout cas en termes de préférence des consommateurs sur ce qu'on retrouvait dans les fruits et légumes. Les gens disent qu'il y a besoin d'une nouvelle méthode d'analyse pour capter et mesurer et identifier les attentes avec, à un coût acceptable. Ça, je suis dans le secteur viticole, arboricole et cidricole. Il n'empêche que l'innovation sur des secteurs comme celle-là, donc on parle de vitis, cidriculture et arbo, l'innovation est estimée comme étant au cœur c'est un des enjeux majeurs pour ces filières-là, et que les consommateurs aujourd'hui, effectivement, alors ça on est complètement à table ronde, tiennent compte de plus en plus d'éléments comme la santé, l'impact environnemental, donc les filières vont être amenées à communiquer sur ces éléments-là, et avant de communiquer, ils vont peut-être devoir identifier, valider ce pourquoi ils vont communiquer. Plante ornementale, et j'en terminerai là. Alors oui, excusez-moi, sur les vitis, puisque j'avais quand même, et c'est quelque chose qui est un peu important, c'est que quand on est sur cette approche-là, à la fois paysagère ou écosystémique, ou sur les écosystèmes, on a un monde qui se complexifie, à la fois au niveau scientifique, à la fois au niveau territorial, à la fois au niveau des acteurs, à la fois au niveau des modes de représentation, des modes de gestion, et avec des choses qui disent c'est quoi la qualité d'un paysage, comment on l'objective, quels sont les niveaux d'identification, de représentation, et comment je le gère. Donc on a besoin d'une compréhension qui n'est pas si simple que ça, à la fois ce que c'est, mais aussi, puisqu'on veut qu'il soit mieux, meilleur, plus bénéfique, comment ce paysage-là, y compris dans une pratique viticole, si je veux en faire en sorte que la haie ou le paysage ou la trame verte soit demain producteur ou productrice de services écosystémiques, c'est comment je la gère pour qu'elle soit plus productive, voilà, quelles sont les méthodes qu'il faut mettre en place pour gérer de manière positive cette biodiversité qu'il faut d'abord identifier. Les plantes ornementales, pour terminer, c'est intéressant les plantes ornementales parce qu'on n'est pas dans l'alimentaire, et on est dans quelque chose qui a priori, bien a priori, est plus dans le domaine de l'esthétique, du bien-être, au sens de rapport à l'environnement, au sens où la dimension santé réapparaît par le bien-être. Alors donc il y a une vraie question d'ailleurs qui est posée, c'est quoi le bien-être, c'est quoi le bien-vivre? Est-ce que c'est du domaine de la santé ou est-ce qu'on estime que la santé c'est simplement le rapport aux malades ou aux non-malades? Je reviens à l'orientation de notre spécialiste du marketing, c'est quoi être en bonne santé? Est-ce qu'être en bonne santé c'est profiter de la vie? Ou est-ce qu'en bonne santé c'est ne pas être malade? Première position, c'est l'optique positive, qui nous a parlé de l'orientation régulatrice, où je suis optimiste, je dis que bien-être, c'est profiter de la vie, ou l'option préventive, bien-être, c'est ne pas être malade, c'est-à-dire ne pas avoir d'effets pervers ou d'effets nocifs, etc. Alors, on revient donc sur les plantes ornementales, parce que ce débat-là, on l'aura sans doute au niveau de la table ronde. Il y a une dimension esthétique forte, une dimension environnementale au sens strict, création de l'environnement, avec beaucoup de travaux qui sont faits sur les bonnes pratiques, sur les chartes de conservation des végétaux. Il y a un travail de formation important actuellement en cours, à la fois au niveau des référentiels techniques des agents, qui travaillent dans les espaces verts, je pense qu'on y reviendra. Aussi un enjeu qui est un enjeu d'éducation, de culture, même scientifique et technique, pourquoi pas, c'est-à-dire que l'objet dont on parle puisse être quelque chose dont on peut, c'est un objet de culture, aussi en scientifique, pas simplement un objet d'usage. Et puis des effets qu'il faut identifier, qui peuvent être liés à des plantes invasives, des effets positifs ou négatifs. Les effets positifs, on peut imaginer l'effet des polluants, mais on reviendra peut-être sur cette question-là. En tout état de cause, y compris sur les plantes ornementales, au-delà du travail de sélection qui a été cité, il y a un vrai travail qui peut être fait sur la qualité intrinsèque du végétal, par simplement la maîtrise des itinéraires de production, des conditions de production, depuis, alors là c'est les spécialistes qui parlent, depuis la question de la floraison, de la tolérance des critères de tolérance ou de résistance à la sécheresse, et puis aussi sur la question de simplement l'architecture, sur la façon dont la plante on oriente quelque part son architecture, non pas par méthode sélective, mais par d'autres méthodes. C'est pas que la taille, mais tandis que ça peut être des pratiques mécaniques. Voilà pour... alors, c'est une... excusez-moi, j'ai peut-être été un peu long, mais en tout cas, j'ai essayé d'être le plus fidèle aux ateliers. En tout cas, c'est une bonne introduction à cette table ronde
qui va être organisé. Alors, on va demander d'abord, dans un premier temps, si vous voulez bien, aux gens de se présenter pour savoir qui est autour de la table. Je vais essayer de le faire. On va essayer après de leur demander sur cette question d'innovation, comment ils ont fait, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font, quelle est leur approche de l'innovation, à partir de leur métier, de leur expérience aussi. Et puis, on essaiera de croiser un petit peu ces différentes approches. On passera bien évidemment aux jeu de questions-réponses avec la salle et on reviendra s'il le faut sur les expériences que vous pourrez interroger. Enfin, bonjour, donc moi je m'appelle Gilles Lévy, je suis dans la filière des plantes médicinales depuis pas loin de 30 ans maintenant. J'ai été industriel, transformateur, je faisais de l'extraction végétale, distillation. Aujourd'hui je suis consultant, j'accompagne les entreprises en stratégie et développement. Et alors qu'est-ce que je fais là? Je représente la filière interprofessionnelle des plantes santé, beauté, bien-être. On y reviendra tout à l'heure parce que le vocable plante médicinale a largement évolué. On ne fait pas que du marketing chez nous. Et donc je représente l'association Phytolia, qui est donc une association interprofessionnelle qui regroupe les acteurs du Grand Ouest. Bonjour, Brandt Vajna. Donc, pour le végétal, j'ai une particularité, c'est d'être à moitié français par ma mère et à moitié hollandais par mon père. Donc ça donne une petite vue sur des gens qui ont beaucoup aussi travaillé, comme en France, la partie du végétal. J'ai une formation économique car j'ai dirigé une entreprise de négoce de produits pour l'horticulture de 1968. Vous voyez, oui, 68, on ne pouvait pas travailler, mais pourtant on travaille encore. Et de 68 à 90, puis j'ai organisé la transmission de cette entreprise. À la suite de cette transmission, on m'a demandé de donner un avis ou d'accompagner plutôt les réflexions dans le domaine de l'horticulture ornementale plus particulièrement. Bonjour à tous, Dominique Velay, donc directeur de la ferme de Sainte-Marthe. La ferme de Sainte-Marthe qui est une petite société de production et de distribution de semences potagères, en grande majorité auprès des jardiniers amateurs, des particuliers comme nous pouvons l'être. Et nous avons une petite part maintenant de développement au niveau du professionnel, les maraîchers donc biologiques, qui nous aident à développer ou à retrouver d'anciennes variétés qu'on peut proposer ensuite aux jardiniers amateurs. Je suis François Lafitte, donc je suis producteur de fruits et légumes et je suis également président et fondateur d'un groupe coopératif qui est sur les fruits principalement, donc kiwi, pommes, et nous faisons aussi un petit peu de légumes et nous avons un peu plus de 300 et quelques producteurs associés dans notre groupe. Bonjour, François Lorbeau, je suis directeur du service de gestion urbaine de proximité à Saint, c'est un peu long. Mais... Ça c'est sur la carte de visite. C'est sur la carte de visite, voilà. Donc j'ai un passé de jardinier à la ville de Paris, d'enseignant en aménagement paysager pendant 15 ans et depuis 6 ans je travaille donc à la mairie de Saint. J'ai commencé par le service espace vert et à présent j'ai une mission qui est plus de gestion de l'espace public d'une manière générale, avec un service qui a 3 volets, donc l'entretien courant des équipes en régie de 70 personnes à peu près, voirie, espace vert, propreté, un service de proximité qu'on appelle unité relations citoyens qui a pour principe de répondre le plus rapidement et efficacement aux doléances des citoyens sur les problèmes de domaine public, et un troisième service qui est conception-gestion qui est plutôt sur les problématiques de mise en place de plans de gestion différenciés, bien sûr, puisque c'est très d'actualité pour l'ensemble des collectivités, et les aménagements paysagers d'une manière générale. C'est intéressant, ce que vous montrez, là, y compris par les 3 activités que vous venez de décrire rapidement, l'évolution quelque part de votre métier bien sûr, mais aussi de la façon dont on conçoit quelque part les espaces verts à l'échelle d'une ville ou d'un territoire. Qu'est-ce qui a changé? Comment vous innovez? En quoi déjà ça c'est une sorte d'innovation, même si elle est un peu rampante, j'allais dire. Si vous voulez, ça a changé. Bon, voilà, la commande politique était de travailler sur la transversalité des services, c'est-à-dire de décloisonner. Peut-être tout le monde n'est pas au fait de définir une collectivité, mais c'est plutôt organisé par métier. Alors on peut prendre très rapidement l'exemple d'un stop. Alors c'est pas des espaces verts, mais avant organisé par métier, le stop, vous aviez les peintres qui venaient, qui faisaient la ligne au sol, et après en fonction de leur plan de charge et de plan de travail, vous aviez les maçons qui faisaient leur base. Et après, en fonction de leur plan de charge et de leur charge de travail, il y avait les serruriers qui venaient de poser le panneau, ce qui fait qu'on pouvait mettre un mois avant d'avoir un stock dans la ville. Donc là, le but d'avoir de la transversalité, c'est de dire
On a des équipes qui interviennent sur l'espace public, chacun a son métier, mais on est capable de s'organiser pour travailler ensemble. Les jardiniers ramassent les feuilles sur les espaces verts, mais ne s'arrêtent pas à partir du moment où c'est plus gros, parce que c'est plus de leur domaine. Donc ça, la commande politique était là, parce que c'était des choses qui existent dans beaucoup de villes. Hein. Ça devient gris, c'est plus du jardin, donc je laisse les feuilles. Et quand la propreté vient, je laisse les feuilles. Donc il y avait déjà cette problématique de transversalité. Et la volonté aussi, c'est d'avoir une vision plus globale de notre action sur la ville et comment justement on gère cette introduction de la nature en ville, ou tout au moins de la nature sauvage, et justement avec des équipes qui sont dédiées à l'entretien. Comment vous avez fait en sorte que cette idée de nature en ville soit développée sur la ville de Saintes? Alors, on est parti. Alors Saintes, la particularité, c'est que c'est une petite ville, donc on n'a pas beaucoup de moyens, hein, donc on est obligé de faire des fois la simple provocation, c'est-à-dire qu'on a arrêté par exemple de mettre du désherbant, tout simplement sans prévenir personne. Donc finalement ça fait notre communication, parce que les gens voyant pousser de l'herbe partout se sont interpellés. Vous pensez que vous étiez en grève? Pardon? Vous pensez que vous étiez en grève? Oui, c'est presque ça. Enfin, c'était très... Finalement, alors c'était un peu une erreur, justement, une erreur de débutant de ma part. Hein. Et finalement, ça nous a servi, puisque les gens sont tellement montés au créneau que ça a fait, alors simple, petite ville, donc ça s'occupait toutes les conversations. Moi, j'avais des élus qui me disaient je vais sur le marché, je me fais engueuler, je vais chez le boucher, je me fais engueuler, un repas de famille, on s'engueule. Donc finalement, c'était autant de moyens de médiatiser notre action et de discuter avec les gens. L'unité relations citoyens prend beaucoup de sollicitations, et finalement, c'était un moyen de communiquer, de le faire sans trop préparer la population. Donc on se dit, bon, alors il faut qu'on favorise la nature en ville. On n'est pas là-dessus, on n'innove pas beaucoup, et toutes les villes sont dans cette dynamique. Donc on va tondre, on va peut-être tailler d'une façon différente, on va accepter de l'herbe sur les trottoirs, on ne va pas l'accepter. Et, bon, voilà. Et derrière tout ça, il y a cette idée de biodiversité. Sauf que nous, on est jardiniers, et depuis toujours, si je reviens sur ma formation, le jardinier, il est là pour lutter contre la nature, et il n'est pas là pour l'accepter. Donc il y a un vrai travail culturel, que le jardinier se dise, voilà, il y a une herbe ici, et c'est très bien, c'est une bonne chose. Finalement, c'est un peu l'anecdote, vous savez, des jeunes qui viennent me voir, ils veulent faire un stage au service espace vert, et pourquoi tu veux faire jardinier? Parce que j'adore la nature. Fais pas ce métier-là si tu adores la nature. Le principe même du jardinage, c'est de lutter contre la nature. En fait, on est toujours, nous, avec ce curseur, c'est-à-dire qu'il y a la dynamique naturelle, et le jardinier, à quel moment il décide de dire stop, là, la nature s'arrête, et le jardinier commence. Sauf que la biodiversité, c'est pas notre cœur de métier, donc voyant notre limite de compétences, on s'est associé avec une association qui s'appelle Nature Environnement 17, et qui vient nous soutenir, nous alerter, qui vient diagnostiquer sur les sites que l'on entretient le niveau de... Alors, moi j'aimerais qu'on soit sur le milieu, qu'on parle vraiment de milieu et qu'on puisse identifier des milieux. Comme c'est des naturalistes, ils sont beaucoup dans l'inventaire, alors c'est souvent, ils ne s'entendent pas très fort là-dessus. Alors on identifie l'azuré du serpolet, qui est un papillon rare, donc en centre-ville, très bien, on a un crapaud, voilà. Donc on travaille sur ça, et après on déduit quels seront les modes de gestion qu'on va mettre en place pour favoriser cette vie. Finalement, ça nous sert aussi d'alibi. Voilà, on ne tombe plus parce qu'il y a l'azuré du serpolet qui vit en symbiose avec des fourmis qui viennent prendre les larves qui les nourrissent. Et donc ça nous sert d'alibi pour expliquer à la population qu'on a arrêté de tomber sur certains sites aux côtés de leur maison. Ok. On revient peut-être tout à l'heure sur cette... c'est juste pour un premier tour des formes d'innovation. Alors, on passe dans le secteur des fruits, plus les légumes. Là, on va s'arrêter sur le fruit. L'expérience du kiwi. Si vous pouvez nous en parler, peut-être plus largement, comment vous avez innové sur ce produit-là? Le kiwi, c'est d'abord une innovation. C'est un des derniers fruits qui est apparu auprès du consommateur depuis à peu près une trentaine d'années. En soi, c'est une innovation déjà. En soi, c'est une innovation parce que quand on regarde derrière soi le nombre de fruits qui ont pu être créés, il faut quand même des siècles en fait de compte pour avoir apparaître des espèces nouvelles. C'est un produit qui est natif d'abord d'Asie, hein, c'est pas forcément de nos continents occidentaux. C'est une espèce présente en Chine, très connue par les Chinois, et qui a été développée par des botanistes néo-zélandais à l'époque du 19e et du 20e siècle, où la recherche botanique allait loin sur ces territoires nouveaux. Et l'amélioration variétale s'est faite par des pépiniéristes et qui ont obtenu un produit néo-zélandais à la base, au démarrage, qui par la suite s'est exporté, et c'est comme ça que
Pour nous, producteurs français, l'idée a été de reprendre l'expérience vécue par les Néo-Zélandais et de l'appliquer en France et de créer donc une filière de production en France, voilà, dans les années 70-80. Qui est aussi très localisée en termes géographiques. Alors, on a une plante qui doit s'adapter à un territoire nouveau, ce qui n'est pas forcément évident d'ailleurs au passage. Certains producteurs ont essuyé des échecs dans leurs investissements, dans leur plantation, et un certain nombre ont réussi effectivement dans des territoires assez précis à cultiver de manière, je dirais, assez homogène, sans trop de difficultés d'aléas climatiques suivant les années, et avec une productivité suffisante pour que ça soit économiquement viable. Donc c'est un peu l'issue, si j'ose dire, à la fois certains pionniers, à la fois certains responsables professionnels qui ont visé plus l'économie du système de la filière, et la conjugaison de l'ensemble a permis effectivement de pouvoir proposer aux consommateurs un produit origine France. Là, on est vraiment au tout début de l'introduction du kiwi, en quoi c'était innovant en soi. Et là, maintenant, vous êtes passé à une deuxième phase, quelque part, à l'intérieur des kiwis, d'innover dans cette gamme-là. On a dans l'esprit de continuer à proposer quelque chose de plus intéressant, si j'ose dire, entre parenthèses, et on essaye d'avancer vers une segmentation, et notamment celle de pouvoir proposer un produit qui a l'avantage du kiwi, c'est ses qualités nutritionnelles, notamment en vitamines, mais de gommer les inconvénients qui est celui d'être obligé d'avoir un couteau ou une cuillère pour pouvoir le consommer. Ça a l'air simple quand je le dis, mais en fait c'est une des barrières principales à la consommation du fruit, puisqu'on ne peut pas le consommer en tant que tel. Il faut s'asseoir, prendre un couteau et une cuillère pour pouvoir le consommer. Et en fait on a de fait trouvé, par l'intermédiaire aussi d'un centre de recherche, la possibilité de développer un mini kiwi, qui est une baie beaucoup plus petite en calibre, et qui en fait présente les mêmes qualités nutritionnelles, et le même avantage, si j'ose dire, en termes de qualité gustative, mais qui surtout n'a plus besoin d'être pelé et peut se consommer comme une cerise. Donc on lui apporte, si on peut dire, l'intérêt de pouvoir être consommé en dehors d'un lieu de repas, et quel que soit le lieu, le bureau, etc. etc. Donc on va essayer de créer une segmentation sur peut-être une utilité, si j'ose dire, entre guillemets, pour le consommateur, qui est celui de consommer quelque chose qui lui plaît, mais dans une méthode différente. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter en résumé comment vous avez d'abord détecté ce produit-là, comment vous l'avez développé et comment vous pensez peut-être le développer à l'avenir en termes d'innovation? Qu'est-ce que ça suppose quelque part? Vous avez dit de détecter les attentes, vous détectez aussi des freins, c'est-à-dire des freins sur la consommation du produit existant, pour mettre en place un nouveau produit qui est ce bébé kiwi. Il y a d'abord le fait qu'on a été un groupe de professionnels, de producteurs qui avons été inspirés à la fin de nos études par le fait de s'investir dans la culture et dans le fait d'une production nouvelle. Donc c'est vrai qu'on a derrière nous plus de 30 ans d'expérience de professionnels. Le fait aussi qu'on était très curieux de la botanique et d'être allé en Asie plusieurs fois, en Nouvelle-Zélande de manière régulière, et donc de côtoyer des professionnels de la production fruitière dans d'autres pays. Et le fait d'avoir aussi une espèce botanique qui est assez peu connue, parce qu'elle est encore très peu exploitée dans ses différentes possibilités et solutions. Et dans ce cadre botanique, effectivement, il y a beaucoup de possibilités. Il existe naturellement des fruits de taille, de dimension et de couleurs très différentes. Et on a effectivement pu tester, il y a même déjà plus de 25-30 ans, ce type de produit-là, mais nous n'avions pas les qualités de fruits cultivables et de fruits commercialisables, si j'ose dire entre parenthèses, pour pouvoir le développer en fait. Et donc là, c'est un travail de sélection qui a été fait, là, que vous avez repéré. Voilà, alors c'est un travail de sélection qu'on avait repéré au travers des échanges que nous avions avec des chercheurs néo-zélandais. Et on a gardé de très bons contacts avec eux au fil des temps, au fil des années. Et le jour où leur programme d'amélioration s'est terminé, ils ont fait un appel d'offres international. Et on a répondu d'ailleurs à cet appel d'offres et on a été retenu en tant que société pour développer cette variété qui est protégée au demeurant, puisqu'on rentre dans la protection variétale. Et donc on a obtenu la possibilité d'être licencié, si vous voulez, sur cette variété, et donc de pouvoir prendre en charge le développement dans l'esprit de celui de faire produire cette variété de fruits auprès d'un certain nombre de producteurs en Europe. Voilà comment ça s'est passé. Alors bien sûr, le temps est derrière nous,
C'est les années 90 où on a ces relations assez régulières avec les chercheurs. C'est 2005 le fait que l'on réponde à l'appel d'offres, que l'on signe un contrat d'exploitation, de licence. Et c'est aujourd'hui 2013, la première année où on va présenter de manière officielle le produit auprès de nos consommateurs français. Donc il faut du temps. Et donc cette année, on va le voir. En 2013, pour l'instant, les consommateurs ne l'ont pas vu, si je puis dire, ou quasiment pas. On a fait des tests. Il était connu ici ou là, mais de manière tout à fait marginale. Oui. Là, on va le voir, y compris sous votre marque. Donc, Oui, tout à fait. Alors on a créé bien sûr toute une démarche. Parce que là, on marketing. a à la fois d'un côté mis au point toute la problématique de l'adaptation de la variété du fruit à nos climats européens. Donc on est allé sur différents vergers pilotes en France, en Espagne, en Hollande, même en Belgique. On est allé vers ensuite la production de matériel végétal, puisque nous avons d'abord été nécessairement dans l'obligation de fabriquer des plants pour les futurs producteurs. Et là aujourd'hui on est dans la phase mise en place des vergers. On a aujourd'hui une cinquantaine d'hectares qui sont déjà installés, nous avons 50 hectares cet hiver, et on est sur un programme qui devrait être de 500 hectares d'ici 2016. Donc ça c'est le programme de plantation, de production, et en parallèle avec ce programme-là, on a un programme bien sûr de lancement du produit, et donc il y a toute la partie post-récolte, et toute la partie définition du marché, présentation du produit, création d'une marque, et ensuite, je dirais, mise au point conceptuelle auprès du consommateur pour qu'il y ait une approche positive du consommateur sur ce produit. Là, on voit bien que vous misez quand même sur un potentiel de développement important. Parler de 5, on ne parle pas en tonnage, mais on imagine qu'en tonnage, ça va être sur les mêmes proportions, on passe de 50 à 500, donc multiplié par 10. On parle quand même de préférence des consommateurs. Finalement, c'est un produit type dont vous faites le pari qui va rencontrer les attentes des consommateurs demain, dès cette année, dans les années à venir. La consommation nomade, la consommation des jeunes, c'est un produit qui va être typiquement là-dessus ou pas? Oui, c'est un pari. Hein. On ne fait pas un pari avec le doigt mouillé. Hein, quand même, oui. Tout de même. Donc, on a travaillé un petit peu avant de s'investir dans la démarche. Quand je parle de s'investir, c'est au plan humain, mais aussi au plan financier. On sera rendu à presque 20 millions d'euros d'investis sur la démarche d'ici 2016. Donc, il faut voir que ce n'est pas avec le dos de la cuillère qu'on y va. Par contre, on a bien sûr essayé de border un peu la situation, à voir si on était dans une situation très risquée ou dans une situation à faible risque. D'abord, c'est l'élément essentiel qui est toujours déterminant, c'est la qualité du produit. Est-ce que le produit en vaut la chandelle, si j'ose dire entre parenthèses? C'est-à-dire, est-ce que le produit a une suffisante stabilité sur le plan de la production pour qu'on soit à même d'amener auprès du consommateur un produit sur lequel on est certain qu'il ne sera pas déçu? Alors ça, en fait, 95% des innovations ou des produits que j'ai pu essayer parfois n'ont pas répondu à ces critères-là. Donc c'est la vraie problématique, c'est d'abord le produit en lui-même. Est-ce qu'il répond à une qualité à la fois nutritionnelle, qualité dégustative, présentation, mais aussi surtout de tenue, si j'ose dire, de sa qualité post-récolte, pour arriver jusqu'au consommateur dans de bonnes conditions. Ça, c'est une condition à laquelle il faut répondre. C'est le b.a.-ba de l'innovation. Enfin, si on a répondu à cette problématique-là, et ça nous a pris du temps d'ailleurs pour répondre à cette question-là, on évalue si le consommateur se sent bien avec ou pas. Bon, là, on rentre dans des techniques de marketing qui sont assez classiques. C'est d'abord des tours de table consommateurs, des études de quali. Il faut qu'ils soient qu'on a pu faire à Bordeaux, à Paris, à Londres. Donc on a fait plusieurs pour évaluer la perception du consommateur et ces indicateurs qui nous font avoir un avis favorable dessus. Et ensuite, on est allé vers des études quanti avec l'aide de certains distributeurs. On a travaillé avec notamment Carrefour, certains magasins, pour voir la perception du consommateur sur ce produit-là en magasin, en linéaire, pour voir comment il réagit positivement, négativement. Et on a testé 2012 sur une centaine de magasins, donc Monoprix, Auchan et Carrefour, pour voir quelle était la capacité du consommateur à accepter et à reprendre une régularité dans l'achat. Donc ça, c'est des points très très importants dans la logique de la capacité du produit à être positif, si j'ose dire, pour le consommateur. Ça, c'est un peu notre méthodologie pour essayer de limiter le risque. Et en termes de ciblage, c'est quoi le profil visé? C'est population jeune, moins jeune, urbain? C'est profil urbain,
Jeune à moyen, si j'ose dire, âge moyen, c'est pas forcément très jeune. La moyenne est à 40 là, maintenant. Oui, voilà, ça tombe bien. Hein. C'est peut-être assez féminin comme attente, hein, c'est un peu ce qui s'est détecté. Mais c'est très urbain hein, comme consommation, parce que c'est la consommation, comme on dit aujourd'hui dans le jargon des gens du marketing, ils appellent ça la street food. C'est le repas dans la rue. C'est en fait le fait qu'on a une coupure à midi qui dure juste une demi-heure, et donc on n'a pas trop le temps d'aller vers. Il faut quelque chose de simple, de bon et de bon sur le sens nutritionnel. Donc je pense qu'on répond à cette demande-là.